OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. Ravi de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal hebdomadaire. À présent, les titres. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a repris service le 5 novembre après plusieurs mois d'absence. Nous en reviendrons dans ce journal. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre du gynécologue Dr Falfani pour parler de la menace d'accouchement prématuré. Vous aurez des détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Après 4 mois d'absence pour des raisons de santé, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a repris service le lundi 5 novembre 2022. Un décret du président de la transition a mis fin à l'intérim du colonel Abdoulaye Maïga à la tête du gouvernement. Qu'est-ce qui va changer après son retour? Les éléments de réponse avec Fatoumata Sissoko. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui était absent pendant 4 mois pour des raisons sanitaires, a repris le service le lundi 5 décembre. Dès son retour au service, logiquement, il a jugé nécessaire qu'on lui fasse un compte rendu de ce qui s'est passé en son absence. Qu'est-ce que son retour va changer? En ce qui concerne le poste de Premier ministre, je pense certainement qu'il est temps de permettre à ce qu'il puisse y avoir une certaine forme de neutralité dans cette position-là. Parce que déjà dès son retour, il a pu en tout cas rencontrer le M5 ou une partie du M5. Et le message qu'il a envoyé en tout cas, c'est de faire comprendre à ses collaborateurs à ce niveau que vraiment si ça ne fonctionne pas, c'est eux qui seront indexés. Je pense que l'administration est une continuité et que lorsqu'on s'absente, beaucoup de choses se passent. Et quand ces choses arrivent et que l'on revient, et que l'on n'est pas forcément au parfum de ce qui s'est passé, on peut certainement se perdre. Et je pense que c'est assez malin, en tout cas c'est politiquement très stratégique, de vouloir s'acquérir de ce qui s'est passé, de comment est-ce que ça s'est passé avant de sauter dans le bateau, parce qu'on peut facilement se retrouver buté à des conflits internes, parce que ce qui est sûr, il y a certainement des membres de ce gouvernement qui ont apprécié le leadership du colonel Maïga. Et ceux-là, il faut savoir, en tout cas en bon politique, qui a apprécié, qui n'est plus dans la même dynamique que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui pense que ces 4 mois ont pu démontrer de fortes possibilités d'avancer. Et lorsqu'on prend en compte ces différentes choses, je pense que oui, c'était malin de s'acquérir de ce qui s'est passé en son absence. Selon Messaoud Ould-Braïka, le retour de Choguel Kokala Maïga peut y avoir des répercussions sur le cours de la transition. Il avait arrêté le travail à la fin d'un plan d'action qui avait été adopté par le Conseil national de transition, qui avait expiré en février. Et à l'expiration de ces plans d'action, il n'y a pas eu l'adoption des nouveaux plans d'action gouvernemental au Mali. Il y a eu seulement la présentation d'un chronogramme par le ministre des collectivités territoriales, le colonel Abdoulaye Maïga, qui avait présenté un chronogramme à la CEDEAO. Et dès ce chronogramme, le Mali n'a pas eu un plan d'action gouvernemental proprement dit voté au Conseil national de transition. Donc ça veut dire que le Premier ministre M. Choguel Kokala Maïga est revenu à la tête d'un bateau dont il n'a pas planifié le trajet. Ce qui est donné par certains, selon moi, cela ne peut pas être un plan d'action gouvernemental. Mais jusque-là, le Mali fonctionne selon un chronogramme donné à la CEDEAO, un chronogramme de fin de la transition, où des grandes dates sont citées par rapport aux réformes constitutionnelles, par rapport aux élections pour retourner à un ordre constitutionnel. La démission de son chef de cabinet, Isiaka Sengaré, fait, quant à elle,
fait poser des questions. Son chef de cabinet a 75, 76 ans, il doit être certainement fatigué. Et les défis auxquels le Mali est confronté aujourd'hui, en tout cas leur préparation à la fois politique mais aussi en tout cas même académique n'est pas conforme à cela, ce qui fait que parfois il peut y avoir des difficultés dans la coordination de la prise de décision ou à tomber d'accord sur les approches. Et je pense aussi que ce chef de cabinet a été mis en difficulté par la période d'intérim aussi, parce qu'il s'agissait pour lui là c'est comme si de travailler sous deux visions différentes, sous deux leaderships différents, avec deux façons de faire différentes, qu'il soit, parce que vraiment à 75 ans, on est fatigué. Même si certains se réjouissent de ce retour, d'autres comme Cheikh Oumar Doumbia pensent qu'il devrait laisser sa place à quelqu'un de plus jeune. Quoi qu'il en soit, le président du comité stratégique du M5 RFP tentera d'occuper son poste jusqu'à la fin de la transition, espère ses soutiens. Le jeudi 8 décembre 2022 s'est tenue la conférence de presse du programme Djigui à l'hôtel Massali de Bamako. Ces programmes mis en place par le gouvernement en vue d'aider les personnes vulnérables de notre pays est jusque-là en cours d'exécution pour l'atteinte de ces objectifs. Abdoulaye Maïga pour le compte-rendu. En janvier 2021 pour assurer la mise en œuvre de ce programme. Dans le but d'informer la population sur ses réalisations depuis sa création en 2013, une conférence de presse a été organisée ce jeudi 8 décembre 2022 à l'hôtel Massali par le programme Djigui. Cette conférence était placée sous le thème « Évaluation du programme gouvernemental de transfert monétaire d'urgence à mi-parcours ». Le premier financement qui a été mis en place en 2013 a été fait par la Banque mondiale pour un montant d'environ 38 milliards de francs CFA. Donc ce programme qui a été mis en place en 2013 visait à faire des transferts monétaires essentiellement à 62 000 ménages, qui a été rapporté ensuite à 65 000 ménages. Et ensuite, ça permettait de faire aussi des mesures d'accompagnement à l'endroit des femmes et des enfants pour assurer l'amélioration du capital humain. Selon les représentants du maire de la commune 4, le projet Djigui a presque atteint ses objectifs dans sa commune. C'est là, même si certaines difficultés ont été remarquées dans sa mise en œuvre. En commune 4, on peut dire que le projet a été exécuté à hauteur de 90 ou bien 91%. Vraiment que les bénéficiaires, tout le monde vraiment a été satisfait. D'autres n'ont pas été satisfaits parce que c'est une incompréhension. On n'avait pas trop compris. Quand on demandait les numéros de téléphone, d'autres ont donné les numéros Malitel. D'autres ont donné des numéros Télécel. D'autres même ont donné 7 numéros au lieu de 8. Donc à ce niveau, ça allait être difficile que le transfert puisse se faire au niveau de Orange Money. C'est ce qui a engendré en son temps certaines difficultés. Certains bénéficiaires du soutien financier de Djigui ont exprimé leur joie à travers les enquêtes menées par le programme face à cette bonne œuvre qu'il exécute. J'étais en chômage avant ma retraite, donc l'argent était venu vraiment au bon moment et ça m'a servi à beaucoup de choses. Un sens aux citoyens qui se dira quand même que l'État a le souci quand même de préserver l'économie, la santé, le bien-être quand même de sa population. Et je remercie le gouvernement de tout mon cœur. Actuellement, le programme Djigui a atteint plus de 41% de ses objectifs fixés. Et normalement, le programme Djigui doit prendre fin en ce mois de décembre. Mais les discussions sont en cours pour sa prolongation d'un an de plus afin que toutes les personnes concernées du programme puissent avoir leur aide financière. La tendance actuelle des femmes maliennes est de se garnir les mains et pieds avec le henné rouge. C'est une activité génératrice de revenus qui permet à bon nombre de personnes de subvenir à leurs besoins. Nana Khadija Kouni a fait le tour de certains marchés de la capitale pour nous. Suivons son reportage.
À l'approche de la fête de la Tabaski, l'ambiance bat son plein autour des tatoueuses. Les femmes prennent d'assaut les marchés et les salons pour se faire belle. De jour et nuit, les lieux sont débordés par les femmes qui utilisent le henné traditionnel comme tatouage aux pieds et aux mains. Il est généralement utilisé par les femmes africaines, surtout à l'occasion des festivités comme les baptêmes, les mariages ou encore lors de la Tabaski. Une jeune dame exerce ce métier depuis à l'âge de 12 ans à Amdalaï. Elle nous évoque l'actualité du tatouage de henné. Maintenant, alhamdoulilah, le marché est florissant car il est très prisé. C'est devenu une tendance parce que ça rend plus joli. Il y a une différence entre les années précédentes et cette année car tout est devenu cher. Malgré que les clients viennent toujours, mais ça ne va pas. Avant, on pouvait acheter un sac de henné à 30 000 francs et maintenant, c'est à 65 000 francs CFA. Ma clientèle est variée. Les difficultés que nous rencontrons dans ce métier est la fatigue. Comme tout travail, sinon le reste, on le fait avec. Juste après, nous retrouvons une griotte qui nous révèle l'importance du henné. Bon, jabi flé na fa bari bala. Parce que amada an cho nyoro akadouye, fena kada ere, oh jabdala ere fene d'ici. Le henné est très important parce qu'on le fait pour faire plaisir à nos maris. Quant à moi, le henné n'a pas de moment propice pour être fait. Normalement, chaque 15 jours, les femmes mariées doivent faire le henné pour être adorables. Actuellement, ces prix varient entre 2000 et 2500. Le henné est sollicité par tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants et même les vieux. Pendant toute ma jeunesse, je me suis tatouée et même étant mariée, je continue à le faire. Pour cette femme, les autres doivent faire comme elle. Je suis venue faire mon tatouage parce que nous sommes à l'approche de la fête. Le henné est bon et ça rend plus belle. Elle est sur place depuis 8 heures. Mariam Traoré, tatoueuse au marché de Séménikoro. Pour elle, ce travail est bénéfique. À quelques jours de la fête de la Tabaski, le marché est abondant et les clients viennent toujours. Souvent, je peux tatouer 20 personnes ou plus par jour. Les prix commencent à 2000 et nous voulons changer le prix car tout est devenu cher. Mais certains prix dépendent des modèles. Le henné nous provient de plusieurs localités comme Ségou, Banamba, etc. Mais c'est celui de Banamba qui est le meilleur. Depuis 8 heures, je suis sur place et je ne retourne que quand le travail est terminé. Pour moi, ce travail est bénéfique car il m'a tout donné. Les femmes mariées ne sont pas les seules à se tatouer pour la fête. Je ne suis pas mariée, mais j'adore le henné parce qu'il est joli et adorable. Profondément sacré dans les us et les coutumes, les henné traditionnels occupent une place prépondérante dans la vie quotidienne des femmes africaines, en général et particulièrement les maliennes. Il est utilisé à des fins multiples, cosmétiques, esthétiques. Il embellit et il peut aussi être appliqué sur les cheveux pour les teindre en plus des pieds et des mains. Actuellement, ce travail fait le bonheur de plus d'une, surtout à ces moments de fête. Je vous l'annonçais dans les titres, la menace d'accouchement prématuré est une complication de la grossesse définie par un risque d'accouchement avant 37 semaines d'aménorrhée. Le gynécologue Fallé Fanny donne plus d'éclaircissements sur cette pathologie au micro d'Aminata Y. Koulibaly. Le rôle du col au cours de la grossesse, c'est de protéger le fœtus contre les agressions extérieures et c'est de maintenir le fœtus dans la cavité utérine. La menace d'accouchement prématuré, tout simplement, c'est tout accouchement avant le terme. Sa gravité, c'est une pathologie assez grave dans la mesure où les causes sont multiples. Il y a assez de pathologies qui provoquent, qui sont pourvoyeuses de la menace d'accouchement prématuré. Donc si les causes sont multiples, cela va de soi que la fréquence de ces menaces d'accouchement soit très élevée. 60 à 70% des décès sont issus des accouchements prématurés. Avec les survivants, les fœtus qui ne vont pas mourir vont rester avec beaucoup de séquelles. Les causes de la menace d'accouchement prématuré, comme je le disais tantôt, sont multiples. Il y a des causes qui sont liées à la maman, les causes maternelles, les causes utérines, les causes qui sont liées à l'utérus même. Une femme qui est obligée de sortir, aller travailler, étant enceinte,
pour survivre. Elle est obligée de faire beaucoup de mouvements avec la grossesse. Et même si elle a un col qui est déjà fragilisé par les infections, la femme va se plaindre de douleurs pelviennes. Souvent, d'autres parlent de douleurs lombaires, des dorsalgies, des douleurs lombaires, des dorsalgies, souvent la fièvre. Maintenant, avant ces signes-là, tu trouveras qu'il y a d'autres signes qui ont été négligés, tels que une fréquence élevée de mictions, la poulaquerie, tout le temps à la toilette. Elle peut avoir des difficultés pour uriner, les brûlures mictionnelles. Elle peut avoir des prurites, des pertes blanches, elle se gratte. Donc après tout ça là, étant enceinte, elle va avoir des douleurs pelviennes. Et on profite de l'occasion pour dire aux femmes enceintes de ne pas garder des douleurs pelviennes à la maison pendant des heures et des jours. Et on donne ici une importance, une très grande importance à la réalisation de l'échographie obstétricale au cours des grossesses. Souvent, la menace d'accouchement prématuré peut être sévère. Et si c'est sévère, on a l'âge de la grossesse, on utilise des médicaments pour préparer les poumons pour faire la maturation pulmonaire du fœtus en cas d'accouchement, que ce nouveau-né arrive à vivre dans le milieu ambiant. À présent, l'actualité nationale et internationale avec Mamadou Bilali Koulibaly. Ce jeudi 8 décembre 2022, les ministres de l'administration territoriale, de la sécurité et celui des Maliens de l'extérieur ont lancé officiellement la production de la nouvelle carte d'identité biométrique conformément aux normes de la CEDEAO. Selon nos informations, la première livraison se fera gratuitement pour une durée de validité de 5 ans. Le renouvellement sera payant. La dite carte sera obligatoire pour tout Malien âgé d'au moins 15 ans. Elle remplacera donc la carte d'identité civile, la carte NINA et la carte consulaire. L'anniversaire de l'émission Doni Kene a été célébré du 2 au 4 décembre 2022 à la Cité des Enfants de Niamakoro. Une activité culturelle de taille qui a réuni de nombreux amateurs du Dosongoni autour de leurs stars comme Yoro Sidibé, Marou Sangaredi Peni Peni, Konimba Diarra, Solomon Konate, Chaka Balo et Abdoulaye Traoré. Comme invité de marque, on pouvait signaler la présence des chasseurs Sogoni Sekou de Bougouni, Semana Tchekoura, Djisuruntu Bani Kane, Badougou Mamadi, Kamba Karamogo, pour ne citer que ceux-ci. Le présentateur de l'émission Issaka Maïga s'est lui vu remercié par une voiture offerte par le géomancien Kissima Diarra. L'agence de presse Reuters a enquêté au Nigeria et a révélé que des milliers de femmes auraient subi des avortements sans consentement dans le nord-est du pays dans le cadre d'un programme de l'armée. Cela dans un intervalle de 9 ans. Les victimes étaient des anciennes otages de Boko Haram. L'armée nigériane a démenti ces informations. Rappelons que l'avortement est interdit dans le pays, sauf quand la vie de la mère est en danger. Échange de prisonniers entre Washington et Moscou. Il s'est déroulé ce 8 décembre à l'aéroport d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, un échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie. Cela comprenait la basketteuse américaine Brittney Griner, détenue en Russie depuis 9 mois pour possession de drogue, et le marchand d'armes russe Victor Bout, emprisonné depuis 10 ans aux États-Unis. Le président américain Joe Biden s'est réjoui de cette nouvelle qui découle des négociations de plusieurs mois entre les deux pays. Fidèles followers de Actuel Média, c'est tout ce qu'il fallait retenir dans ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur le média du présent et du futur. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG,
École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.